Bonjour, on était parti sur une bonne lancée il y a quelques semaines et aujourd'hui je vous propose de suivre la suite de la rénovation de la BMW S730i. Je vous avais montré tous ses défauts et parmi eux, les ratés qu'elle donnait régulièrement. Pour mener mes essais sans gêner le voisinage, j'ai fait avec les moyens du bord. Donc, côté droit, j'avais trouvé des résidus de corrosion dans les puits de bougies. Le moteur étant entièrement en aluminium, ça pouvait venir que des bougies ou des bobines. Ma supposition est que le moteur est resté un moment sans le couvercle plastique qui permet l'étanchéité de cet emplacement. Et il a dû y avoir de la flotte. Les bobines n'aimant pas trop l'eau, il est assez probable qu'une ou plusieurs soient défaillantes. Ça me semble déjà mieux, et après avoir pas mal roulé après ça, je confirme que je n'ai plus jamais senti le moteur tourner sur 7 cylindres. Problème réglé. On va se faire une petite séance de relevage de suspension avec les moyens du bord parce que j'ai pas retrouvé les clés qui permettent de régler les combinés filetés, mais c'est pas grave. J'ai déjà testé à l'arrière droit. Pour comparaison, voilà l'arrière gauche qui est vraiment bas. Et l'arrière droit qui est nettement plus haut. Ça me va. J'en ai profité pour remplacer ces valves. Elles sont un peu particulières. C'est pas des valves classiques en caoutchouc là. C'est en deux parties à visser. Et je vais en profiter à l'avant gauche. J'ai encore les anciennes qui ont fui parce que ça doit être celle d'origine. Je les avais pas au moment de monter les pneus, donc c'est le moment de les remplacer tant que la roue est enlevée, puisque maintenant j'ai de quoi faire, même si c'est une grosse galère à chaque fois d'utiliser cette machine de torture. Allez. Allez, viens Fifi. Fifi n'étant pas très obéissant, il va falloir le convaincre de dégager un peu de place pour retirer sa valve. Parce que c'est une galère à percer ce machin par contre. Je voulais me rajouter un trou entre les deux là. Parce que ça tombe toujours entre les deux. La hauteur de roue que j'ai là. Enfin les largeurs. Pour l'instant, je suis obligé de faire comme ça, c'est un peu chiant. Voilà, la valve toute neuve. Il va falloir que j'installe. Voilà, si vous avez jamais vu, voilà ces fameuses valves démontables. Fais la mise au point toi, allez. Voilà, c'est ça qui doit fuir à mon avis. Je vous déconseille de mettre vos doigts entre la jante et le pneu à ce moment-là. Bon allez, on s'y met à ce chantier de levage. Ouais, on va lui remettre quelques tours encore, ça me plaît pas là. Il reste encore l'avant droit à faire là. Tant qu'on est à côté de la porte conducteur, je vais aussi tenter de régler le souci de la serrure inopérante, en tout cas pour déverrouiller la voiture. Et ça peut servir. Demandez donc à Vito pourquoi à l'intérieur il y a constellé de bouts de verre dans tous les recoins. Ça lui rappellera un mauvais souvenir.
Si vous n'avez jamais vu ce truc, c'est un tournevis à frapper. Il me sert pas souvent, mais parfois ça peut faire gagner pas mal de temps et sauver vos têtes de vis grippées ou très serrées. À chaque fois que je m'attaque aux ouvrants d'une BMW, je désespère sur la façon dont tout a été conçu. Surtout pour rendre les vols difficiles, j'imagine. En tout cas, c'est bien compliqué et pénible à démonter. Pour éviter que la trinque du loquet se balade dans la porte, j'ai un peu détourné l'usage de la gaine thermique. Au final, j'ai réussi à améliorer le fonctionnement de la serrure et de la gâche, mais le système reste assez capricieux. Je pense que la clé est simplement usée, vu que le comportement est similaire des deux côtés. Bon, au moins, je peux rouvrir la voiture dans tous les cas, même s'il arrive que je dois venir prendre à plusieurs fois. Et le côté opposé, il y a eu droit également, évidemment. Finalement, ce problème de déverrouillage n'a de conséquences vraiment pénibles que si la centralisation tombe également en rade. Et c'est justement ce qui arrive à Vito, le précédent propriétaire de la voiture. Et pour cause, la batterie se vide en quelques heures. Depuis que j'ai acheté la voiture, j'ai donc pris l'habitude de débrancher la batterie après chaque utilisation. J'ai repoussé le moment du diagnostic pendant longtemps, mais allez, il faut que je m'y mette et trouver d'où ça vient. Je commence par mesurer la consommation parasite. J'en ai déjà parlé une fois lors d'un épisode dédié à la 330 Ci. Pour rappel, on va interfacer un multimètre entre la masse de la voiture et la borne négative de la batterie. Au préalable, il faut avoir câblé le multimètre en conséquence, sinon il y a de fortes chances qu'il finisse en barbecue. Et bien prendre en compte qu'il va falloir rester en deçà de 10 A d'intensité. Autrement dit, pas question de lancer le démarreur. Et la consommation se stabilise à 0,75 A. C'est énorme pour une voiture en veille. Elle devrait nous afficher quelque chose comme 0,02 A. Je vais tenter une approche innovante pour le coup, avec une caméra thermique pointée sur la boîte à fusibles toute proche. Un produit envoyé par Topdon, l'enseigne qui m'a fourni l'excellent outil de diagnostic qui a déjà servi sur cette 730. Là on parle donc d'un appareil qui peut cibler simultanément plusieurs points de température. C'est utile dans pas mal de domaines, les diagnostics thermiques, la mécanique, mais aussi, comme je l'expérimente ici, les réseaux électriques. D'ailleurs là, à part le chat, on distingue très bien les canalisations du chauffage au sol. Évidemment, c'est aussi l'occasion de faire des trucs complètement idiots avec. Et se rendre compte que Clara a le nez froid. Sur cette incroyable révélation, on continue sur la BMW et ici on distingue un composant particulièrement chaud. Sur une voiture en veille, c'est plutôt anormal. On a ici trouvé un premier parasite qui consomme à peu près 0,3 A. Il s'agit du relais commandant un truc bien de chez BMW. Un moteur servant à augmenter la pression du balai d'essuie-glace sur le pare-brise, pour quand vous roulez à 230 km/h, sous un déluge. Quelques temps plus tard, à force de défaire des fusibles et des relais, j'arrive à passer à un niveau de consommation acceptable. Mais le cas est spécial. Il faut non seulement retirer le fusible 20 situé dans le compartiment moteur, mais aussi ce relais bleu qui sert au moteur d'essuie-glace. Quel est le rapport? En principe, si on se fie au schéma électrique, absolument aucun. J'ai bien été fouillé dans les connectiques du dit moteur et un peu bousculé la boîte à fusibles et pourtant, j'ai bien gardé une continuité entre le circuit du fusible 20 et celui du relais d'essuie-glace. Sans changement. Sauf qu'à un moment, à force de débrancher, rebrancher, défaire et à mettre en place, les deux circuits se sont dissociés. Et comment résoudre un problème qui n'existe plus? Ben on peut pas. J'ai vérifié tous les faisceaux. Ils sont intacts. Aucun n'est abîmé, dénudé ou quoi que ce soit. Donc mystère. Reste qu'on a toujours un problème de consommation électrique, maintenant isolé sur le circuit du fusible 20. C'est parti en couille.
Mais j'ai isolé cette cosse à l'instant. Là, il n'y a plus que le fusible 20 de branché. Et donc j'ai testé la continuité. Le fil rouge et jaune qui part d'un des deux pôles du fusible, il arrive ici. Entre autres, hein, il y en a d'autres, mais que j'ai déjà débranché sans changement. Et celle-ci, par contre, quand je la débranche, la conso disparaît. Donc c'est l'un des consommateurs liés à cette broche. Et je serais bien curieux de savoir ce que c'est parce que je pensais avoir vraiment tout débranché. On va voir. Tant qu'à avoir tout retiré, j'ai également contrôlé l'état de certains modules connus pour présenter des faiblesses. Sans trouver de soudure aux composants suspects. Le module CCM qui doit gérer les erreurs, et le LCAM dédié à l'éclairage. Si vous vous rappelez bien, j'avais pas mal d'erreurs liées à ces systèmes qui s'affichaient parfois. Bon, il y a un ingénieur qui m'a bien eu sur ce coup-là, je crois. Le module de commande IHK de la ventilation. Il y a des broches des deux côtés. C'est planqué là-dedans, là-dessous. J'avais débranché à droite en pensant que j'en avais fini avec lui. Et ben non. Il y en a deux autres ici de ce côté. Et si je la branche, on va voir lequel des deux d'ailleurs. Voilà, je viens de le brancher. La conso est repartie à 0,45 ampères. Et il n'y a plus que ça de branché, donc ça vient de lui. Voilà, je vais le débrancher en même temps. Et voilà. Putain, j'ai tout démonté pour ça, quoi. Oh là là. C'est une énorme perte de temps. J'ai passé la journée là-dessus quasiment. Et bon, je vais l'ouvrir et puis voir s'il y a quelque chose d'évident là-dedans. Pas sûr que ce soit facilement réparable. On va voir. J'ai bien trouvé deux soudures légèrement desserties que j'ai nettoyées et ressoudées, mais ça n'a pas résolu le souci de conso. Il est probable que ce soit un symptôme d'un composant HS que je n'ai pas réussi à identifier. En tout cas, on voit bien à la caméra thermique quelle zone encaisse une intensité de courant non négligeable. Un petit tour sur eBay me permet de dégoter un module identique que j'espère non défaillant. Il n'y a plus qu'à tester. La voiture n'est pas encore passée en veille, mais déjà la consommation est en dessous des minimums relevés précédemment. Et le nouveau module IHK est bien branché. Une fois les calculateurs en veille, on tombe à 0,14 A, les portes ouvertes, et 0,02 A, portes fermées. Je pouvais pas souhaiter mieux. Je peux donc passer à autre chose, à savoir essayer de contenir les vocalises un peu trop délurées du V8. Précédemment, la ligne s'est vue amputée du silencieux final. À sa place, on retrouve donc deux tubes qui partent directement de l'intermédiaire. Les soudures sont assez moches et certaines n'ont jamais été étanches. Il faudra que je m'en occupe en même temps, c'est l'occasion. Étant incapable de trouver une pièce d'origine, j'ai dégoté un silencieux double flux, neuf, en inox. Voilà. Mon père a bien voulu braver le froid pour m'aider à la tâche. Merci. Évidemment, on commence par le démontage. J'ai déjà défini la longueur que je veux conserver pour que le silencieux ne se retrouve ni trop près ni trop loin du pare-choc. Je vais me servir des deux bouts de tube que je viens de couper pour constituer les canules qui seront visibles à l'arrière.
aussi, il faut le récupérer. Une bonne chose, l'écartement des tubes est quasiment identique à ceux du nouveau silencieux. Avant de souder, je passe un coup de produit permettant d'éviter que les gratons de soudure viennent se fixer sur la partie visible du silencieux, celle qui pointera vers le sol. Et après un remontage sommaire des tubes après l'intermédiaire, je pointe le silencieux en place. A noter que j'aurais pu recouper ces sorties pour éviter d'avoir à boucher les découpes prévues pour permettre un manchonnage. Mais comme j'avais peur de couper de travers, j'ai préféré éviter. Voilà. Je suis pas mécontent de moi, ça aurait été plus esthétique si j'avais protégé toute la zone autour des soudures pour éviter qu'il y ait autant de projections, mais c'est une considération purement esthétique. Pour moi, les cordons sont corrects. Le silencieux semble tomber au bon endroit, il faudra juste que je retouche plus tard le biseau des sorties, qui n'est pas symétrique. Voyons voir ce que ça donne au premier démarrage. Et un comparatif après un petit rodage. Si j'espérais un niveau sonore plus réduit encore, la sonorité est déjà un peu plus raccord avec l'image d'une série 7. Bon, je ferai avec. Les défenseurs des lignes libérées en seront donc soulagés. On ne la confond pas encore avec une Zoé. Comme les soucis électriques sont résolus, je vais reprendre les travaux sur l'intérieur. J'ai encore quelques pièces à remonter suite à la séance de diagnostic partie en live, mais avant c'est le bon moment pour remplacer les éléments de sellerie rattrapables. Bon, aujourd'hui on est sur la route pour aller chercher un intérieur en bon état pour notre 32, parce que le siège conducteur de la note est pas en super état. J'en ai acheté un il y a quelques temps à 2 heures de chez moi, un peu plus, et je vais aller le récupérer. Ça devrait lui donner un petit coup de jeune. Bon, il n'y a rien d'incroyable, hein, ça reste un intérieur noir assez standard, mais celui-ci normalement il n'est pas déchiré, il doit être en bon état. Donc c'est cool aujourd'hui, déjà il fait beau, j'ai de la chance. Ça devrait bien se passer. Mon Solémine m'a encore une fois accueilli comme un prince et je remercie mes intermédiaires pour la sympathie et le service rendu. Voici donc sur le retour. Les opérations. On voit que cette histoire. Je m'instruis quand je laisserai tomber une porte ou un siège sur les pieds. Raconter cette histoire, effectivement, en commençant par l'Antiquité, mais je crois que le Zimmer voulait réagir à vos propos. L'histoire de la douleur. À peine arrivé, je m'attaque au chantier pour intervertir les sièges. Subtilité encore jamais observée pour ma part, il n'y a que 2 vis de fixation à l'arrière, et l'avant des glissières est indexé sur 2 crochets. Le cuir des sièges de rechange a manqué d'entretien par le passé, mais il n'est ni usé ni déchiré. Une bonne base de travail donc. En plus, si vous regardez bien, on gagne les accoudoirs qui vont avec. Allez, une
Une rénovation rapide leur fera du bien. Je commence par retirer tout le sable, la poussière et les miettes qui pourraient se fixer sous la teinte que je vais passer. Bon, apparemment tous les dossiers sur lesquels je tombe se comportent de la même façon. Mais j'ai fini par comprendre, il y a des vérins sous les sièges, et ils ont fui, évidemment. Je passe maintenant au nettoyage. Après un coup de dégraissant, je constate qu'un petit ponçage de certaines zones est nécessaire. Avec un cuir noir, pas de souci de référence. Je prends un 0.34 de chez Colorlock et go. Cette première passe donne déjà au siège un coup de jaune, complété par un nettoyage des habillages et commandes. Je retravaillerai probablement sur ce siège un peu plus tard. Même traitement sur celui côté passager qui présente plutôt bien maintenant. Voilà l'intérieur intégralement remonté et rafraîchi, on y est déjà mieux. Reste encore le ciel de toit qui pend, faudra que je le refasse plus tard. Quelques images de l'état de départ pour comparer. Quant aux anciens éléments de sellerie, j'ai pas tout jeté. J'ai démonté ce qui était encore en bon état et qui pourra toujours servir un jour. Voilà, c'est vrai que ces derniers temps on s'est attaqué à des trucs plus faciles que d'habitude. Le moyen de me reposer un petit peu, j'en avais besoin. Mais on va attaquer bientôt de nouveau des projets vraiment ambitieux. J'avais besoin de nouveaux challenges. Et puis un peu de sang neuf sur la chaîne. Puisqu'on me reproche quelquefois que c'est un peu trop allemande. Bon, moi je me fiche un peu de la nationalité des bagnoles. Ce qui m'apporte c'est surtout les modèles, ceux que j'aime. Ce qui fait que celle-ci, pour l'instant, je me suis occupé des problèmes les plus importants. En fait, le souci électrique, c'était vraiment le problème majeur, ou l'un des deux problèmes majeurs avec celui du fonctionnement moteur. Maintenant, c'est la carrosserie qu'il va falloir faire. Enfin, je dis maintenant, mais ça sera dans quelques temps, parce que les conditions, là, sont pas forcément les meilleures pour y arriver. Donc, on va attendre un petit peu, je pense, le retour des beaux jours pour vraiment s'y mettre. Sur celle-ci, il y a quand même beaucoup de travail à ce niveau pour qu'elle soit au niveau que j'espère atteindre. Donc, en attendant les nouveaux fameux projets dont je vous parle là, dont certains sont déjà en route et d'autres arrivent, je vous dis à bientôt avec une autre. Allez, ciao!